Perron va prononcer sa 92e conférence dans le cadre des émissions de radio ici, Zone de Résistance. Cette conférence-là, elle est tout simplement critique. Elle est très, très, très importante pour les enjeux en catimini qui se passent présentement, géopolitiques et politico-économiques. Chers auditeurs, chers auditrices, je vais faire un topo. C'est une trilogie que j'ai commencé en septembre dernier sur le Conseil des relations étrangères en septembre dernier, un réseau d'affaires très puissant créé en 1921 à New York. Maintenant, la partie 2, ça va être le réseau d'affaires, le groupe Bilderberg, qui a été créé dès 1954, mais opérationnel dès 1957 dans les Pays-Bas, qui regroupe des hommes d'affaires très influents d'Europe, l'Europe de l'Ouest surtout, et bien sûr d'Amérique du Nord. Et ces gens-là se réunissent en catimini derrière des portes closes, à l'abri des regards indiscrets et des projecteurs médiatiques. De toute façon, les barons des médias sont partie prenante de ces rencontres-là. Ils sont membres en règle du groupe Bilderberg. Et ces gens-là, bien sûr, avaient une visée, créer les États-Unis d'Europe. Et il y a des pères de l'ombre de l'Europe. J'ai nommé Joseph Ratzinger, pour en nommer qu'un, Paul-Henri Spaak, pour en nommer un autre, Jean Monnet, entre autres choses. Alors, ces individus-là, ces tristes cires-là, ils voulaient faire une alliance avec, justement, Londres, Washington, créer les États-Unis d'Europe. Et on avait déjà, dès 1948, mis en place, la CIA avait mis en place aux États-Unis, grâce à 2 avocats, le général William Wild Bill Donovan, avocat à Wall Street, ainsi que Allen Dulles, avocat chez Sullivan & Cromwell, à Wall Street toujours. Eh bien, ils avaient mis en place le comité américain pour une Europe unie. Et dès 1948, et dès 1948, aller jusqu'à 1959, ils ont versé là-dedans des millions et des millions de dollars, 50 millions de dollars et plus, pour financer tout ce concept idéologique des États-Unis d'Europe. Et on a donc créé dans cette foulée-là, justement, au début des années 50, on a créé la communauté européenne du charbon et de l'acier. Alors, on avait besoin, justement, d'un consortium géant entre le charbon allemand, l'acier français, l'acier aussi allemand. Donc, on a créé cette créature, la CECA, comme la communauté européenne du charbon et de l'acier. Et c'est, en fait, compte l'incubateur et le mouvement de naissance de l'Union européenne, de la communauté européenne. Et par la suite des choses, vous allez avoir la création de la communauté économique européenne en 57. Et après ça, vous allez avoir le système monétaire européen dans les années 70. Et ces gens-là, ils vont aussi, bien sûr, créer la créature de l'ECU, European Currency Unit. Alors, l'ECU, la valeur marchande de l'ECU. Alors, tout ce mouvement-là s'est mis en place dès la fin des années 40 et ça l'a vu le jour, bien sûr, au début des années 50. Et on avait ce cénacle très influent, le groupe Bilderberg, du nom de l'hôtel où se sont réunis ces hommes de l'ombre dès 1954 à l'hôtel Bilderberg à Oosterbeek dans les Pays-Bas. Et on a mis à la présidence de cette entité-là ce groupe, ce réseau d'affaires très influent parce que c'est pas un club privé d'hommes locaux, c'est à portée internationale. Donc, ce qui les séparait, c'était l'Atlantique. Ce qui sépare justement l'Europe de l'Ouest et l'Amérique du Nord et l'Amérique centrale, c'est l'Atlantique. Donc, ce sont des Atlantistes. Et ce sont dans ce cénacle-là du groupe Bilderberg, qu'on retrouve aussi les Atlantistes de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. L'OTAN a été créé, le bras militaire de l'axe Londres-Washington a été créé en 1949. Donc, ces gens-là, on appelle ça une sainte alliance atlantique. On veut créer, bien sûr, cet immense marché où on va tout simplement permettre d'abolir les États-nations en ouvrant les frontières pour permettre une libre circulation des biens et des services, mais pas des individus, pas des créatures terrestres. Alors, on veut créer cet immense espace de marchandage pour les biens et les services. Et ça, c'est un projet qu'ils ont depuis les années 50. Donc, le groupe Bilderberg se réunit une fois par année, habituellement vers la fin mai, début juin. Alors, il s'est réuni au Canada pour la dernière fois en 2006. En 96, ils étaient réunis ici à Toronto, dans le siège social de la banque CIBC, sous les bons auspices, et l'organisateur était Conrad Black, notre bon lord déchu qui séjourne en prison aux États-Unis, à Miami, encore jusqu'en fin 2012, début 2013. Donc, chers auditeurs, ce sont des grosses pointures, des gros barons, justement, de la finance, de l'industrie, des médias,
des barons de l'énergie, aussi les grands leaders politiques. On a des têtes couronnées d'Europe, on a les têtes couronnées de Norvège, têtes couronnées d'Espagne, têtes couronnées d'Italie. Alors, les têtes couronnées de l'Empire Windsor en Grande-Bretagne, évidemment. Alors, on a aussi également des chefs leaders syndicaux qui sont à la botte et à la solde de ces grands barons de l'ombre, ces pères de l'Europe et qui voulaient unifier, en fin de compte, les États-Unis et l'Europe de l'Ouest dans un immense et vaste marché, un libre marché mondialisé. Et c'était justement les premières marches, les premières strates évolutives en fonction justement d'un marché mondialisé non légiféré. Alors, on va faire abolir justement les régulations des États-nations. Donc, ça, c'est un processus de longue haleine, chers auditeurs, chers auditrices. On a également là-dedans des universitaires. Il y a des professeurs d'université qui, dans justement leur enceinte académique, vont promouvoir justement cette idéologie dominante de ce marché unique. Alors donc, on a tous ces individus qui sont très influents dans leur sphère d'activité respective et qui ont un agenda politico-économique qu'ils se gardent bien de révéler. D'ailleurs, les médias ont tenu aucun article sur ces événements-là pendant pratiquement de 1954 à aller jusqu'à 94. Alors, il y a des banquiers, des financiers très, très influents, des rentiers qui tirent les ficelles du pouvoir dans l'antichambre, alors à l'abri des records indiscrets. Donc, ce réseau d'affaires-là, chers auditeurs, il est très important pour une raison. C'est tout simplement, chers auditeurs, qu'ils veulent, depuis 1998, mettre en place une alliance avec l'accord de libre-échange nord-américain. On a ici 2 accords économiques qui ont été créés sous les auspices des conservateurs fédéraux, M. Brian Mulroney, l'accord de libre-échange signé entre 2 pays, le Canada et les États-Unis. Et vous avez, après ça, en 92, sous les auspices de Brian Mulroney, ça a été entériné vers 93, l'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain. Et dans cet accord-là, il y a une clause, le fameux chapitre 11, qui fait en sorte que c'est une entreprise qui est partie prenante de l'accord économique de libre-échange nord-américain entre les États-Unis, le Canada et le Mexique, se sent lésée. Elle est autorisée en vertu du chapitre 11 à poursuivre le gouvernement du dit pays en disant « Vous brimez mes droits et moi, je veux avoir les mêmes opportunités que vos compagnies locales. » Donc, on veut, via ce type de nouvel encadrement législatif, favoriser la compétitivité internationale à tous les niveaux. C'est un leurre. À vrai dire, ce qu'on veut, c'est un accès direct aux services d'un pays et, bien sûr, aux matières premières, sans entrave, sans aucune entrave. Donc, depuis 98, ces gens-là se réunissent toujours à l'abri des regards indiscrets. Et là, maintenant, chers auditeurs, chers auditrices, il y a eu... bien sûr, une stratégie qui a été mise en place, la fameuse stratégie de Lisbonne de 2000. Et cette stratégie-là est carrément pernicieuse, chers auditeurs, chères auditrices. Il y a, en 2008, 101 hommes d'affaires canadiens et européens qui ont signé un document névralgique en 2008. C'était des gens du secteur de l'industrie, de la finance, de l'environnement, de l'eau potable, etc. Ils ont signé une entente en disant au gouvernement d'Europe et d'Amérique du Nord, gouvernement canadien en peur, voici ce que nous voulons et voici ce que vous devez faire pour que se mette en place ce traité transatlantique de marché mondialisé. Alors, on veut, bien sûr, dans un seul traité économique, regrouper l'Union européenne, qui est issue des premiers pourparlers du groupe Bilderberg dans les années 50, avec l'Organisation de traité de l'Atlantique Nord. Et on veut regrouper, bien sûr, là-dedans, l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale, et on vise là-dedans, entre autres choses, 3 pays, le Canada, les États-Unis et le Mexique, 3 pays qui sont parties prenantes de l'accord de libre-échange nord-américain. Et on va demander, et on demande dans ce document qu'on appelle Vision 2025, on demande dans ce document-là d'avoir
l'équivalent, sinon plus, que qu'est-ce qui a été consenti dans l'accord de libre-échange nord-américain, signé sous les bons auspices des conservateurs de Brian Mulroney, qui, dès qu'il a quitté en catastrophe la gouvernance en 1993, en laissant son parti dans une déchéance totale, s'est ramassé sur, bien sûr, le conseil d'administration d'une multinationale de l'or, Barrick Gold. Ben, c'est justement, c'est ce qu'on retrouve, les gens de Barrick Gold, comme 101 signataires de cette entente-là. On retrouve Power Corporation, on retrouve là-dedans Alcan, Rio Tinto. Alors, chers auditeurs, vous devez connaître l'identité parce qu'ils ont des visages, ils ont des noms. Ce sont les boss des plus grosses transnationales, ici même, au Canada et en Europe. Ils se sont entendus pour sceller cet accord économique et commercial global. Un accord économique et commercial global, Union européenne, Amérique du Nord. Et on va éventuellement intégrer tout l'ensemble de l'accord de libre-échange nord-américain dans un seul et unique marché transatlantique mondialisé. Et chers auditeurs, je peux vous garantir qu'une chose. Eux autres, là, ils visent 2015. 2015. On est à la fin de 2011. Ils ont des gros projets pour toi et moi, et ils visent ton eau potable. Et ton eau potable, comprends-tu? Ça, c'est ton joyau canadien. Plus d'eau potable, va te rester de l'eau de pluie. Il va falloir que tu habilles au fil toi-même. Donc, ils veulent faire ouvrir au gouvernement Harper les services, puis surtout, ils s'associent avec des premiers ministres de provinces canadiennes, et ils en ciblent 2 provinces canadiennes. Devine lesquelles? Ta belle province of Québec, dont l'adage est « je me souviens de rien », et l'Ontario, c'est-à-dire le cœur du pays, le cœur du Canada. C'est pas une coïncidence. Et le pouvoir central Ottawa, il est où? Ben, justement, il est en Ontario, t'es à Ottawa. Alors, dans la province voisine. Donc, chers auditeurs, ils ciblent le Québec et l'Ontario. Et ils disent surtout ceci. Ils disent, les provinces canadiennes ont, en fin de compte, leur chasse gardée au niveau de la santé, l'éducation, l'environnement, etc. Eux autres, via, justement, cet accord économique et commercial global, concocté depuis dans leurs officines secrètes, avec leurs ombres de l'ombre dans le groupe Bilderberg depuis les années 50, eux autres, ils veulent faire ouvrir toutes ces réglementations-là. Ils veulent tout simplement niveler par le bas, comprends-tu, pour que le gouvernement provincial du Québec et de l'Ontario dérégule, la dérégulation tout azimut, pour que les gouvernements lâchent le morceau de fromage. Le corbeau doit s'ouvrir le bec et lâcher le morceau de fromage en écoutant, justement, les belles paroles du fin renard.